Chers amis de l'opinion des jeunes, bonjour. J'espère que tous et toutes allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission Face à Face une personnalité du monde de la santé qui a bien voulu se prêter à cet exercice. Vous nous avez demandé dans vos emails, dans vos contacts, d'essayer d'élargir, de toucher toutes les professions pour savoir quels sont les avis sur ce qui semble inquiéter certains et satisfaire les ambitions de bien des gens, à savoir l'intelligence artificielle et son caractère invasif de notre vie au quotidien, surtout que chaque jour, nous apprenons que de nouvelles intelligences ont été mises sur le marché, créées en cours de l'être, et donc qui, mieux aujourd'hui que nos professionnels au Maroc et sur le continent, pour venir partager avec nous leurs sentiments sur la question, voir dans quelle mesure elle touche leur quotidien, leur vie professionnelle et pourquoi pas leur vie de manière très simple. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir dans les studios le docteur Selwa Bouhelal. Selwa Bouhelal est un médecin, praticien, qui a une carrière remplie et qui n'arrête pas. Donc, au lieu que ce soit moi qui introduise ce que le docteur Selwa Bouhelal est, je voudrais d'abord lui souhaiter la bienvenue dans les studios. Et, merci beaucoup. Docteur Bouhelal, merci de nous avoir rejoints. Je suis vraiment très heureux en ce jour très, très particulier pour moi. Je vous disais que c'était mon anniversaire. Happy donc birthday. Voilà, merci beaucoup. Si vous nous parliez de vous-même, s'il vous plaît. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, parler de soi-même. En règle générale, on laisse ses actions parler pour soi. Si je devais parler de Selwa Bouhelal, je dirais c'est un médecin marocain, une femme, une maman. Il me tardait d'avoir une femme là où vous êtes. Une maman, une grand-mère et une Marocaine pure et dure avec beaucoup d'amour pour mon pays. Ouais. Aujourd'hui, je tairai l'âge parce que ça n'a aucune importance. Je n'allais pas vous le demander de toutes les manières. Ceci dit, je suis en train de démarrer une nouvelle vie. Ouais. Dans un domaine qui me tenait beaucoup à cœur jusqu'à maintenant. Donc, étant médecin, ayant pratiqué, bien sûr, le patient est au cœur de ma passion, donc d'où le choix d'être médecin. Aujourd'hui, je veux mettre toute cette expertise, expérience, que ce soit l'expérience personnelle, l'expérience de vie ou mon expérience professionnelle, au service des soignants et au service du grand public. Quand je lis ce que vous êtes, votre carrière extrêmement riche, passant d'une société à une autre, d'une pratique à une autre, toujours dans votre domaine, à savoir la médecine. Vous êtes un médecin humaniste qui apporte son soutien, qui est partout où il est requis présent, répond présent. La preuve, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour vous convaincre à venir nous rejoindre. Mais plus, vous enseignez à la faculté de médecine de Lyon, la première dans la région, avec beaucoup de brio et le respect de vos collègues. Mais alors, comment vous faites tout ça ? Il faut être organisé, je crois. Il faut être organisé. Je pense que quand on fait les choses par amour, quand on fait les choses par passion, ça s'imbrique et chaque chose trouve sa place dans notre quotidien. Comme je vous disais, après avoir touché aux patients directement, donc ayant mon cabinet, ayant travaillé en clinique pour prendre en charge directement et être médecin prescripteur et médecin thérapeute, je me suis retrouvée au cœur d'une compagnie d'assistance, une grande compagnie d'assistance de la place. Nous allons en parler. C'est cela le saut qualitatif que vous avez effectué. Oui. Et en fait, c'est toujours la même prise en charge du patient. Avant, je le prenais en charge directement. Et puis, je me suis retrouvée à prendre en charge tout le transport sanitaire, etc. Donc, c'est aussi une prise en charge du patient. Vous parlez de AIM Training Academy.
C'est ça? J'y arrive, j'y arrive. D'accord. Et puis, on se rend compte que pour pouvoir faire de la bonne médecine, pour pouvoir bien prendre en charge le patient, il faut être bien formé et il faut avoir aussi une bonne formation continue. D'où M-Training Academy. Alors parlez-nous de cette formation continue, parce qu'il y a d'aucuns se demanderaient, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble maintenant sur ce plateau? Parce qu'on s'intéresse à l'éducation, mais moi je m'intéresse tout particulièrement, à travers l'éducation, à l'intelligence artificielle qui est en train d'envahir tous les secteurs. Donc vous voulez bien nous parler de ça, parler de cette expérience de prise du patient, comment, etc., et comment vous en êtes arrivé à M-Training? Alors, comment je suis arrivée à M-Training, c'est une grande et une longue histoire. Je vais aller direct et dire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis dans le domaine de la formation continue, donc avec M-Training Academy, qui est un centre de formation continue à l'usage des soignants. J'aime bien dire les soignants qui englobent les médecins, les infirmiers, les techniciens ambulanciers, en fait toute personne qui a un lien direct avec le patient, donc qui soigne d'une manière ou d'une autre. Et nous allons revenir à ce terme de soigner quand on parlera de l'intelligence artificielle. Moi j'aime bien dire intelligence tout court pour prendre ce qui nous intéresse et qui peut servir le patient et qui, entre guillemets, artificiel ne l'est pas du tout. Mais en quoi est-ce que ce que vous faites maintenant est différent de ce que font d'autres? En quoi est-ce qu'il est différent? Et en quoi est-ce qu'à choisir, je prendrais cela plutôt que de prendre autre chose? Vous voulez bien? Bien sûr. En fait, la formation et la formation continue est aujourd'hui au cœur des préoccupations puisque nous avons besoin de beaucoup de ressources humaines pour faire face à ce très grand projet et ce très grand chantier initié par Sa Majesté Mohammed Sadis, Allah yahfadhu wa yatawwal fi amro, et qui veut que tous ces citoyens aient une couverture médicale universelle. Et donc pour cela, il faut beaucoup de ressources, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, etc. Et donc un personnel donc formé, la formation de base, mais aussi la formation continue, puisque la formation continue permet un maintien des connaissances. Si j'apprends à faire un geste, si j'apprends à gérer une pathologie et que je ne pratique pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui est rare ou qui arrive de manière ponctuelle, je vais perdre la main, je vais perdre ses connaissances. Il faut refaire pour pouvoir être à 100% efficace, gagner du temps et être pertinent. Avec M-Training Academy, en fait, les personnes arrivent avec leurs connaissances et on fait une sorte de... Pas un reconditionnement. J'aime mieux utiliser un coaching. J'aime bien dire un coaching. Donc on arrive, on fait un premier état des lieux ensemble, un petit pré-test qui permet à la personne de se situer par rapport à tout ce qu'elle connaît et qui nous permet aussi de situer un petit peu quelles sont les zones qui ont besoin d'être renforcées. Et puis nous travaillons sur un certain nombre d'heures sur les manques à combler et on les dote de certains algorithmes qui leur permettent d'aller droit au but et donc de gagner en efficacité et de gagner en temps. Une personne En fait, vous êtes dans le processus à partir du premier contact avec le patient, entre guillemets, jusqu'à sa décharge. Absolument. Et donc, le premier contact avec le patient est fait sur le terrain, sur le lieu, par exemple, d'un accident. Et donc, bien sûr. En fait, les sujets sont... on a beaucoup de sujets. Variés, divers. Les sujets sont variés et divers. Donc, ça peut être sur le lieu d'un accident. Ça peut être, et je veux dire par là, les premiers secours. Et c'est des premiers secours qui peuvent être initiés ou qui peuvent être... qui peuvent être enseignés
au grand public, le tout venant, pour qu'il sache comment gérer une situation où il y a un problème. Et je veux parler des accidents domestiques, accidents de la voie publique. Comment est-ce qu'on peut les gérer tout en n'étant pas personnel, médical ou infirmier, mais avec un certain nombre de recommandations. Donc, monsieur n'importe qui, monsieur tout le monde peut se prêter à cette formation. Absolument. Mais parlez-moi de la formation. Parlez-moi de la formation, parce qu'on voit à la télé cette prise en charge par une voiture médicalisée, et puis il y a tout un processus. J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, le grand public, c'est les premiers secours. D'accord. Après, on a tout ce qui est urgence préhospitalière au niveau de la faculté de médecine, au niveau des différentes facultés, au niveau des sociétés savantes. Le travail est très bien fait pour enseigner les médecins, pour enseigner les étudiants comment gérer ces situations. Notre petite part de Colibri, c'est de travailler en formation continue avec ce personnel qui va aller dans les ambulances pour le préhospitalier, pour les aider moyennant certains algorithmes et puis un renforcement des connaissances à gérer des situations. Je vais aller dans la perche que vous m'avez tendue tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous utilisons bien sûr pour les mises en situation différentes. On va y revenir, mais j'aimerais que vous me parliez de cette prise en charge, de cet accompagnement, de cette livraison à l'unité hospitalière que l'on voit ailleurs et qu'on ne voit pas chez nous. Pour nous, la prise en charge se fait par une voiture, la voiture amène… par une ambulance, amène le patient et puis son travail s'arrête. Est-ce que nous pouvons espérer un jour, ou est-ce que c'est en cours, que le travail de la prise en charge par l'ambulance soit un travail de préparation? On trouve quelqu'un sur la chaussée, on le récupère, on voit ce qu'il a, on le prend comme il se doit, et puis ensuite on le livre en donnant un certain nombre d'informations à l'unité qui va le prendre. Est-ce que c'est ce que vous faites là? C'est ce qui est fait actuellement sur le terrain. C'est très bien fait par la protection civile que je salue ici, qui font un excellent travail au niveau de tout ce qui est prise en charge de ce qui se passe au niveau de la voie publique. C'est pris par les équipes des différents SAMU dans certaines circonstances particulières. Et puis, c'est pris en charge par les prestataires ambulanciers qui travaillent avec les compagnies d'assistance. Donc, c'est vrai que la tâche ou la mission d'aller récupérer une personne à son domicile ou dans une structure hospitalière pour la ramener dans une autre structure hospitalière, ça nécessite une formation, ça nécessite une expertise, ça nécessite des moyens qui sont bien codifiés, bien connus, pour que ce patient-là qui est pris en charge et qui va être entre deux structures, donc c'est comme s'il était flottant entre deux. Cette prise en charge-là pendant ce moment-là est très importante, puisqu'il faut être paré à toutes les éventualités. Est-ce qu'il va compliquer, il ne va pas compliquer? Donc je dois avoir tout ce dont je peux potentiellement avoir besoin pour faire face à cette situation. Et surtout, il faut le ramener entre les mains du médecin, en définitive, qui va le prendre en charge, en bonnes conditions. Est-ce que c'est cela ce que vous faites maintenant? C'est à cela que vous préparez les gens, vous encadrez les gens? Absolument. Une partie de notre formation, une partie du cursus que nous proposons traite de ces urgences préhospitalières. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, je ne dirais pas tout le monde, je dirais il y a une bonne frange ici et ailleurs qui s'inquiètent de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut faire. Je lisais récemment qu'il y aurait suppression à travers le monde 300 millions d'emplois. L'auteur de cet article assez long on vient à la fin pour dire oui, ça en créera d'autres, il y a de l'espoir, etc. Mais il parlait d'emplois
manuels, chauffeurs, etc. Mais il n'en demeure pas moins 300 000, c'est un chiffre inquiétant. Est-ce que ceci peut avoir un impact sur vous, sur votre métier, sur ce que vous entreprenez maintenant? Autant prévoir maintenant, ou alors vous voyez, c'est beaucoup plus un plus pour vous qu'autre chose? Moi, je pense que toutes les évolutions technologiques, il faut en prendre le positif et l'intégrer avec l'époque. Peut-être qu'il y a 20, 30 ans, les gens n'imaginaient pas qu'ils auraient tout dans leur smartphone. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît totalement intégré dans notre quotidien et qui paraît plus que normal. Alors, selon vous, laissons-nous aller, ça va finir par devenir ordinaire? Il ne s'agit pas de se laisser aller, il s'agit pas de se laisser aller, il s'agit de se préparer pour intégrer cette évolution qui est inéluctable. Le monde évolue, le monde va vers l'avant, le monde cherche à s'élargir plus en dehors de la planète. Donc il est tout à fait normal de voir l'intelligence artificielle, de voir d'autres développements technologiques peut-être dont on n'a pas conscience. Alors, un organe de presse visuel au Moyen-Orient a mis en activité une journaliste. J'avoue que j'ai présenté la personne à quelques-uns de mes relations et elles n'ont pas pu me dire que c'était une intelligence artificielle. Voilà, c'est pas inquiétant tout ça pour vous que vous allez, vous qui, encore une fois, entrez dans un nouveau monde avec beaucoup d'ambition et beaucoup de succès que je vous souhaite. Un autre exemple, il y a 2 jours, OpenAI a créé un monde virtuel, 15 personnes, elles se sont comportées comme des êtres humains. Alors, pour quelqu'un qui lance une activité d'envergure à l'intérieur du Maroc et pourquoi pas ailleurs, ils nous en parleront, c'est pas inquiétant ça? Pas du tout, puisque de toutes les façons, dans notre centre, nous avons ce qu'on appelle l'immersive room, qui est une salle où on peut projeter n'importe quel environnement et qui va reproduire un environnement de bloc opératoire, un environnement dans une plage ou ailleurs, et qui permet à nos apprenants d'être totalement dans le bain. Donc, tourner une évolution technologique à son avantage, c'est de ça que je parle, et donc l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, il y a aussi la réalité augmentée où on va apprendre à faire certains gestes techniques par rapport aux chirurgiens, où on va aussi être à l'intérieur d'un certain environnement pour pouvoir reproduire des situations et apprendre à les gérer. Je vais être un petit peu, on va dire, émotionnelle ou pour dire que est-ce qu'on peut totalement reproduire un être humain? Je ne sais pas, je vous retourne la question. Avec sa sensibilité, avec ces gestes-là qui vont entourer une personne qui est en deuil, qui vont aller parler doucement à un patient qui souffre, qui vont avoir on va dire la bonne distance avec une personne pour lui faire sentir qu'elle est bien prise en charge. Je ne pense pas. Écoutez, il y a bien des années, je lisais un certain nombre de fictions de grands auteurs qui étaient des physicists, etc. Un était même le conseiller d'un président américain en matière aérospatiale. Et il anticipait un certain nombre de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Je ne pense pas, est-ce que ça élude la question ou est-ce que ça l'évacue? Ou alors, tout simplement, je n'espère pas, je ne souhaite pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas aujourd'hui que les intelligences... J'espère que je ne me trompe pas, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles qui sont aujourd'hui les robots, la présentatrice, etc., toutes ces formes-là arrivent à avoir ces émotions-là, mais pas uniquement à avoir les émotions, mais à les communiquer. Je ne sais pas. Est-ce que ça n'est pas une question de temps? En fait,
On ne sait pas. Peut-être, j'en sais rien. Mais vous avez un environnement là? J'espère pas. J'espère pas. Ah, voilà. J'espère pas parce que il me semble que si on arrive à reproduire tous les aspects d'un être humain, il faudrait que l'être humain se réinvente. Peut-être. Ou est-ce que ce serait la fin de l'humanité dans sa forme actuelle? C'est moi qui pose des questions, donc c'est à vous de répondre. Bon, mais écoutez, donc vous êtes tout aussi inquiète que tout le monde, mais aussi tout aussi optimiste que tout le monde. Parce que je préfère être optimiste. Je suis d'un naturel qui est optimiste. Et puis, je vous dirais que j'arrive à un moment de ma vie où toutes les expériences sont les bienvenues. Et pourquoi pas faire l'expérience d'une intelligence artificielle qui soit suffisamment intelligente pour ne pas, on va dire, heurter ou faire mal aux humains. Qu'elle soit là au service de l'humanité, qu'elle soit là au service du bien-être de l'humanité et non pas à un autre objectif. Vous opérez à partir de Rabat? Vous envisagez de Casablanca, pardon, vous envisageriez de continuer à opérer à partir de Casablanca, mais néanmoins de le faire à Laayoune, à Dakhla, partout dans nos régions, mais dans un metaverse par exemple? L'objectif, en fait, quand la maison mère qui est à Boston a ouvert le centre de Casablanca, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des centres dans le Maroc, mais aussi au niveau de l'Afrique. On a l'habitude, l'Afrique subsaharienne s'entend, on a l'habitude que le Maroc soit précurseur d'un certain nombre de choses, que le Maroc soit le hub pour partager son savoir-faire, son expertise, etc. Pourquoi pas dans ce domaine-là? Comment le feriez-vous sur l'Afrique? Vous le faites vous-même ou alors ça se fera à partir de la maison mère? Puisque nous avons une vocation, tous, de plus en plus, une vocation éminemment africaine. Quel processus et comment est-ce qu'il y a déjà une collaboration? Ça se fera à partir de Casablanca. Oui. Donc ça se fera à partir de Casablanca, que ce soit directement ou que ce soit à distance. Le e-learning, c'est quelque chose qui aujourd'hui, comme la télémédecine, quelque chose qui est très, on va dire, pas en vogue, mais qui aujourd'hui est connu, utilisé et utile. Je vous demande cela parce qu'il y a déjà à travers le monde des expériences d'entrée universitaire dans le metaverse, à l'Iowa, au Japon, en Australie. Je pense qu'il y a des tentatives dans quelques pays africains, notamment au Rwanda, où l'université devient de plus en plus virtuelle. Par exemple, au Sénégal, l'université virtuelle du Sénégal, c'est quelque chose comme 60 000 étudiants. Alors, est-ce que l'activité que vous engagez là, avec, je dois reconnaître, beaucoup de succès, est-ce que vous l'envisageriez virtuellement de manière complètement virtuelle? Je ne sais pas. Non, pas de manière complètement virtuelle, étant donné que nous proposons des ateliers de procédure, des ateliers où les apprenants viennent faire l'expérience de comment intuber, comment arrêter une hémorragie. Donc il y a une partie de hands-on. Donc du coup, même si on peut faire les choses de manière virtuelle, il faut qu'il y ait un centre avec du matériel, avec de la logistique, où les apprenants viennent pour travailler leurs skills. Ils peuvent le faire à distance? Ça nécessite qu'ils aient le matériel à leur disposition. Donc ça nécessite toujours qu'il y ait un centre, pourquoi pas un centre où ils vont pouvoir aller s'exercer, avoir les cours ou la formation théorique à distance, et puis pour la pratique, il faut toujours qu'il y ait le matériel nécessaire. Le Maroc, l'Afrique, excellent. Nous arrivons à la fin de notre émission.
il est de coutume que je demande à mon invité de s'adresser à la communauté, aux amis de l'opinion des jeunes, qu'ils soient médecins, praticiens ou qu'ils soient tout simplement monsieur tout le monde, madame tout le monde, de dire un mot, surtout que nous sommes aujourd'hui, un grand jour pour nous. Vous voulez vous adresser aux gens et leur dire ce que vous pensez? Comment vous leur diriez d'engager toutes ces transformations rapides, extrêmement rapides, que nous vivons et que nous observons chaque jour? J'ai envie de parler de quelque chose de particulier que j'ai accompli. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Que j'ai accompli. Un jour, j'ai décidé d'aller au sommet du Kilimandjaro. D'accord. Et je l'ai fait parce que j'avais décidé de le faire. Je me suis donné les moyens de le faire et je suis arrivée au sommet. Je pense que la volonté, l'engagement, l'amour, la passion sont des moteurs exceptionnels pour qu'un individu, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, arrive à ses objectifs aussi loin qu'il lui semble et aussi haut qu'il lui semble. Je pense. J'ai envie aussi de dire que aujourd'hui le Maroc est à une période qui est exceptionnellement riche, belle, et ce Maroc a besoin de tous ses enfants. Il en a besoin. Et je crois que se dire qu'est-ce que mon pays peut me donner pourrait très bien être transformé en qu'est-ce que je peux donner à mon Maroc. Docteur Bouhlel, je vous remercie. Vous l'avez entendu. Engagement, détermination, volonté, amour pour son pays, ce sont là les clés qui ont amené le docteur Bouhlel, mon ami, si je puis me permettre, à s'engager dans une nouvelle expérience, dans un nouveau challenge pour être auprès du patient, pour continuer à le servir et, plus que cela, continuer à servir notre pays. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était un face-à-face avec le docteur Seloua Bouhlel. À la prochaine.